Welcome to the news of the week. Et je m'empresse de passer la parole à Monsieur Breton, que je remercie chaleureusement de sa présence. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité pour m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qu'évidemment vous connaissez tous. En fait, je vais vous dire avec mes mots ce que vous ressentez tous et ce que vous vivez quotidiennement, puisqu'au fond, de là où nous sommes, nous tous qui sommes ici à la tribune, on a la capacité, évidemment, et l'occasion de nous exprimer dans les médias, dans le monde académique, devant des entreprises, des organisations intergouvernementales. Et donc, au fond, vous allez entendre avec mes mots ce que je vis moi-même et ce que je ressens de ce que vous vivez. Et puis aussi les combats que je mène, et notamment, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour une harmonisation au niveau européen des régulations sur les données, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais vous dire aussi que je suis très heureux de me retrouver dans cette salle. C'est la dernière fois que j'y étais, c'était pour expliquer à mes collègues pourquoi il fallait absolument poursuivre la politique que je menais avec mon cabinet pour désendetter la France. C'était hélas pour la dette, pas pour moi, mais c'était hélas, mais peut-être pour la France, en 2007. La bonne nouvelle, c'est qu'on avait désendetté la France. La mauvaise nouvelle, c'est que c'était la dernière fois. Pardon. Et du reste, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, ceci explique peut-être cela, en ce qui concerne les perspectives et les faits ricardiens que nous subissons, que nous vivons tous les uns et les autres, puisqu'entre-temps, la dette que je trouvais déjà tout à fait insupportable pour la France, avec ses 1200 milliards, est passée à pratiquement au double, c'est-à-dire près de 2100 milliards, près de 700 milliards dans le premier quinquennat, 2007-2012, et puis la suite aujourd'hui, donc hélas. Enfin, c'est un autre sujet, on pourra en reparler si vous voulez, et j'ai quelques idées pour m'adresser à ce problème. Le numérique peut nous y aider, notamment en ce qui concerne la création de valeur. On ne va pas attendre 2025, hein. Et vos 1255 milliards, pourquoi pas 2024 du reste ou 2027, hein. Bon. Voilà, alors donc, je vais structurer mon propos en quatre parties, si on veut bien, et pour vous dire pourquoi, évidemment, moi-même, je suis un acteur absolument convaincu de tout ça, vous le savez, aussi bien en ce qui concerne le rôle que je tiens à la tête d'Atos, donc, qui est une société de technologie de l'information. C'est comme ça que nous, on se baptise, puisqu'on a, chez Atos, on couvre toute la gamme pratiquement des technologies de l'information. On l'a voulu pour ça, et pas par hasard, avec près de 100 000 ingénieurs aujourd'hui, plus forte, plus grande coopération franco-allemande. Vous voyez, on a suivi la recommandation du G9+, puisque c'est la plus grosse coopération franco-allemande depuis Airbus. Nous avons réintégré 33 000 ingénieurs de Siemens pour créer précisément cette plateforme unique en Europe, aussi bien en ce qui concerne les services, je dirais, classiques, traditionnels, qui accompagnent les entreprises. Notre vocation, c'est vraiment d'accompagner les entreprises européennes et mondiales, bien sûr, mais européennes en premier lieu, dans la transformation digitale, mais aussi de leur fournir toutes les technologies qui vont bien pour cela, et de façon sécurisée, la sécurité des informations devenant un enjeu absolument essentiel pour nos clients, pour nos entreprises et pour le continent européen. Bon, alors d'abord, je vous dirai un mot sur la troisième révolution digitale qui a commencé dans les services B2C. La troisième révolution, voilà, j'ai les mots, il faut toujours faire attention quand on appelle révolution, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Alors bon, j'applique ce vocable, même si je n'aime pas trop m'y reconnaître, parce que dans la révolution, on a l'impression qu'il y a des ruptures, etc. Or, on est quand même dans une phase de continuité, mais malgré tout, pour beaucoup de nos clients, c'est vécu comme une révolution qui va profondément transformer l'industrie du monde des B2B dans les années à venir. Les progrès de cette formidable mutation digitale, troisième révolution, comme certains l'appellent dans l'industrie, sont accélérés évidemment par l'impact des technologies de l'information, qui sont absolument majeures au cours des dernières années. Je vais y revenir, parce qu'on est vraiment dans un monde où les technologies reprennent le dessus. C'est peut-être pour ça, du reste, que les entreprises françaises, les start-up françaises sont en avance, parce que nous avons des ingénieurs. On a réussi à garder,
privilégié, Yves, cette capacité à avoir non seulement, pas uniquement des softwaristes, comme le font beaucoup de pays, comme par exemple l'Inde. Nous, on forme vraiment des ingénieurs, et des ingénieurs complets, et de plus en plus, dans cette révolution, dans le big data, il faut avoir une formation d'ingénieur complète. Et vraiment, je le plaide et je le dis tous les jours, et je me réjouis du reste d'avoir Yves Poilane à mes côtés. On a un partenariat du reste important avec Atos. Oui, je suis pas un promo, effectivement. Oui, mais enfin bon, ça c'est. Mais c'est vraiment très important et c'est un atout formidable de notre pays. Puis enfin, la quatrième partie de mes propos concernera évidemment cette chance que je considère être pour la France et pour l'Europe, si nous savons la saisir. Et c'est pour ça que j'étais très heureux que vous m'ayez invité ce soir, parce que je suis prêt évidemment à saisir toutes ces opportunités pour aider tous ceux et toutes celles qui, comme vous, consacrent beaucoup de leur énergie, de leur temps, pour précisément militer dans ce domaine. Alors bon, tout d'abord, rappelons très rapidement que cette digitalisation, comme on dit, j'aime pas les néologismes franglais, mais enfin on en emploie beaucoup dans notre activité. Alors on essaie de les réduire au maximum, enfin malgré tout, on se corrige pas. C'est pas une transformation ordinaire, c'est une mutation de longue durée, très profonde, qui, à l'image de certaines grandes révolutions, on peut la comparer à l'électricité, par exemple, remet en cause profondément les règles du jeu établies dans la quasi-totalité des secteurs de notre activité. Alors évidemment, les comprendre et les anticiper, c'est pas toujours facile, on le voit aujourd'hui, et vous avez rappelé tout à l'heure Uber et autres, évidemment c'est des crises, hein. On se souvient des canuts de Lyon. J'étais il y a encore quelques jours sur une chaîne, une radio, et l'intervieweur qui me demandait, mais enfin, comment vous réagissez à tout ça, Uber, etc. Je lui rappelais ce petit texte, ce sophisme économique de Frédéric Bastiat, que je trouve très éclairant, dans lequel Frédéric Bastiat, qui est un penseur économique libéral, hein, évidemment, s'il en est, mais enfin, c'était quand même en 1848, c'est même précisément en 1849 qu'il avait écrit ce petit sophisme dans lequel il avait apostrophé, dans ce lieu ici, donc c'était évidemment la monarchie de Juillet, il avait apostrophé les députés, il leur avait fait une pétition en disant, écoutez, c'est absolument un scandale. Moi, je demande vraiment qu'il y ait une loi pour protéger les fabricants de chandelles et autres industriels de la lumière, parce que finalement, il y a une concurrence déloyale qui est absolument intolérable avec le soleil. Et donc, je demande que les députés prennent leurs responsabilités et interdisent les fenêtres et autres lucarnes, parce que finalement, ça nous fait une concurrence déloyale. Voilà. Je ferme cette parenthèse pour vous dire que vous voyez finalement ce que nous vivons tous dans nos activités, ça date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Ayons-le à l'esprit. Il faut toujours avoir l'histoire, parce que finalement, ça nous rend plus forts dans les combats que nous menons aujourd'hui. D'autres les ont menés dans leur temps, dans leur environnement, à leur époque. Ceci dit, en moins de 10 ans, cette digitalisation elle est devenue vraiment mondiale, intergénérationnelle, mobile, collaborative évidemment, connectée en permanence, vous le savez tous, connectée aux objets bien entendu, mais aussi de plus en plus surabondante en informations. Alors, la loi de Moore, c'est pas à vous que je vais l'appeler, hein, Yves. Tu l'enseignes tous les jours à tes étudiants, hein, mais enfin, malgré tout, en matière d'information, on n'est pas encore au bout, puisque tous les 18 mois, là c'est les 18 mois, bon, 1 an, 12 mois, 18 mois, on double le nombre d'informations qui sont générées par l'ensemble de l'activité humaine. Depuis, alors là, encore un peu plus loin même encore que la loi de Moore, puisqu'en fait, on remonte à l'histoire de tout début de l'humanité, le premier homme, jusqu'à aujourd'hui, et tous les 18 mois, on double toute l'information que tous nos ancêtres et nous-mêmes avons créée. Donc voilà, donc c'est effectivement, vous le savez, hein, c'est effectivement ce qui fonde notre activité. Et c'est le traitement de ces informations et de cette vague, ce tsunami permanent dans lequel on est enroulé, qui va créer évidemment la richesse, et on en est tous convaincus, mais aussi des bouleversements assez profonds en matière de transformation économique, de création de richesse, d'organisation sociale, de nos vies, de la société, de distribution de richesse, etc. On ne va pas remonter évidemment sur les différentes étapes, même si la première révolution avant notre ère, c'était évidemment l'invention de l'écriture, mais on est quand même dans cette lignée. C'est pour ça que c'est toujours pareil, c'est pas inutile de revenir un petit peu sur les éléments historiques qui fondent un peu l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Quelques-uns écrivaient, pour quelques-uns, des données utiles. On était vraiment dans la rareté, et là encore avec
avec le style lapidaire qu'on retrouve encore au frontispice des temples qui sont encore debout aujourd'hui, notamment à Parthénon en Grèce. En fait, on écrivait lapidaire, c'est évidemment parce qu'on avait un marteau et un burin et qu'on écrivait quelques phrases. Ces quelques phrases, elles n'avaient pas vocation à être envoyées auprès de tout le monde, mais que tout le monde vienne les lire sur un lieu assez restreint. C'était le support, évidemment, qui limitait, mais enfin, malgré tout, qui permettait d'avoir cette capacité de communiquer les uns les autres. L'imprimerie, évidemment, ensuite, elle permet à quelques auteurs d'être lus par un plus grand nombre. Donc on passe de quelques-uns à quelques auteurs vers le plus grand nombre. Et puis aujourd'hui, évidemment, cette troisième révolution, on l'a dit tous, ce que je dis, ça vous semble évidemment évident, mais c'est évidemment chacun, grâce à son smartphone, qui peut à la fois produire des informations. Il est au fond le centre. Je me souviens quand j'étais président de France Télécom, c'était vraiment, du reste... Tu t'en souviens, puisque tu étais un de mes collaborateurs brillants. Et la première, je me souviens, lorsque j'arrive à France Télécom, c'est une petite anecdote, on était déjà, vous voyez, comme quoi, il y a des choses comme ça. Moi mon sparadrap du capitaine Haddock, c'est la dette. J'arrive à France Télécom parce que, vraiment, on m'appelle, parce que c'était vraiment une situation inextricable. France Télécom croulait sous 72 milliards d'euros de dette. Et puis, vraiment, voilà, le cours était passé en quelques semaines de 200 € à 6 €. Et donc, c'était une situation désespérée, tu t'en souviens, Yves? Et je me souviens, j'ai une première réunion avec le comité exécutif. Je leur ai dit, écoutez, dans le monde des télécoms, au fond, la Terre était plate. Et maintenant, elle est plus plate. Elle était plate parce que, bon, on faisait des autocommutateurs, on avait des lignes, et on avait effectivement, on allait de l'autocommutateur au client final. Et puis pour aller communiquer à un autre, on remontait le client final, il remontait un autocommutateur, et puis il allait à un autre client final. En fait, on était vraiment sur une si on prenait cette image, la planète télécom était une planète, c'était plan, c'était un disque. Ça rappelle évidemment d'autres visions anthropomorphiques de notre environnement. Et je fais ça, j'avais dit à mes nouveaux collaborateurs, mais au fond, quelle est en topologie la surface pour laquelle tous les points sont le centre de cette surface? Alors là, évidemment, ils sont mis, ça a rappelé leur souvenir de Topin, les uns et les autres. Il fallait quand même se faire bien voir, le nouveau président qui arrive. Et il y en a un qui a trouvé, il a dit, Monsieur le Président, c'est une sphère. Et oui, c'est une sphère. Et bien, je vous annonce aujourd'hui qu'on vient de découvrir que la planète télécom n'est pas plate, mais c'est une sphère. Et pourquoi c'est une sphère? Parce qu'effectivement, le client final, il n'est pas le bout du bout, il est le centre de son propre univers. Et chaque client est le centre de son propre univers informationnel. Cette petite révolution, c'est tout simple à expliquer, mais c'est exactement ce que nous vivons. Nous sommes tous au centre de notre propre univers informationnel. Et donc, il faut organiser, et j'avais dit à mes collaborateurs, la mutation de France Télécom, ça va être, non pas d'avoir le client qui est au bout du bout, mais au fond, de mettre le client au centre de tout, parce qu'il va falloir lui fournir l'infrastructure, les systèmes, les logiciels, tout ce qui fait qu'il va pouvoir être effectivement le rayonnant, mais aussi le communicant de son propre système informationnel. Et donc, c'est comme ça que la planète télécom, l'espace télécom est devenu une planète chez nous, chez France Télécom, et qu'on a, finalement, on a réduit la dette là aussi, puisqu'en 3 ans, on l'a divisé par 2. Tu te souviens, Yves? Voilà, bon. Enfin, en tout cas, vous savez tout ça. On est donc maintenant au centre de notre propre univers informationnel, et c'est évidemment ce qui change tout, avec une mise en évidence absolument considérable de la donnée comme la ressource pour ces fameuses plateformes qui se sont développées afin de permettre l'émergence de marchés bifaces. C'est très important, les marchés bifaces, parce que c'est ce qui structure en économie, Uber, et qui a valu du reste à Tyrol le prix Nobel d'économie. C'est vraiment... Donc on n'a pas bien encore compris en France que les travaux de Tyrol nourrissent complètement cette révolution digitale, avec cette fameuse réflexion et analyse très profonde qu'il a menée sur le marché biface et sur la pertinence du marché biface, qui s'adapte totalement du reste à notre environnement digital, où une des faces, les clients acceptent de partager leurs données avec des fournisseurs de services, de transport, d'hôtels, d'assurance, que sais-je, l'autre face, pour autant que ces fournisseurs acceptent évidemment de financer une micro-partie
chacun du coût des infrastructures. Et finalement, c'est comme ça que cette logique économique, elle fonctionne. Elle a son prix Nobel maintenant, il est français, donc on est très honoré et très heureux. C'est un génie, absolument. Ingénieur, oui, ingénieur polytechnicien, oui, tout à fait. Les deux seuls prix Nobel d'économie français ont été ingénieurs. Pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres à voir. Il ne peut pas s'empêcher de... Voilà, non, mais il y en aura d'autres. Du reste, tous les prix Nobel de physique ne sont pas ingénieurs. Je me rappelle, Anthony, pas polytechnicien. Ah ben voilà. Bon, donc c'est vraiment ces marchés bifaces, c'est ce qui structure complètement ce monde que vous vivez. Il faut l'avoir en tête. Et là aussi, intéressez-vous à ça, parce que je crois que c'est important qu'en pédagogie, on soit tous les uns et les autres en capacité d'expliquer, de rationaliser, de mettre de la rigueur derrière ce que nous vivons. On est déjà maintenant quand même... on a notre prix Nobel, voilà, qui structure notre marché. Cette révolution des données que nous voyons, elle est évidemment, on le sait tous, que la partie émergée dans le monde de la vie connectée, qui rythme évidemment toutes nos vies, à la maison, au travail, dans nos voitures, le télétravail. En 93, j'avais commis un rapport, le télétravail en France. Vous voyez, comme il a fallu 20 ans, 25 ans pour que ça devienne quasiment une réalité. En tout cas, nous, chez Atos, on a à peu près la moitié des collaborateurs qui sont en télétravail. Et toutes les entreprises du reste informatique, aujourd'hui, de services, de développement, utilisent abondamment, mais les autres aussi, du reste, le télétravail. Ce véritable tremblement de terre, en fait, dans le monde de la consommation B2C, il va être suivi dans les quelques années qui viennent, à mon avis l'horizon c'est 5 ans, par des ondes de choc qui vont vraiment révolutionner, on le vit tous les jours maintenant, nos entreprises. On a commencé par le B2C, je rappelais la planète télécom qui était celle, on était tous le centre de notre propre univers privé, d'abord informationnel, et puis ensuite en termes de relations de travail, et cette révolution maintenant. Et c'est assez curieux parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse dans les grandes mutations technologiques. C'est les grandes mutations technologiques qui vont se développer dans l'entreprise, qui ensuite vont se développer chez le client. Et là, on a passé finalement, on passe par le client pour remonter ensuite dans l'entreprise et dans le B2B. Cette grande révolution, la digitalisation, alors avec les néologismes dont il a le secret, je parle évidemment de Maurice Lévy, qui s'appelle ubérisation. On est les seuls, du reste, ubérisation, c'est pas un mot anglais. Hein. N'allez pas vous amuser à dire ubérisation en anglais, personne ne comprend rien. Hein. Donc c'est vraiment un petit néologisme franco-français, mais enfin bon, il a son effet, il a eu sa petite résonance, et on peut comme ça expliquer ce que nous vivons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre horizon là, pour cette transformation, c'est 5 ans. C'est vraiment maintenant, entre maintenant et 2020. On est complètement dedans. Donc je pense que l'horizon que vous vous êtes donné, avec un point de passage à 2017, me semble tout à fait pertinent. Évidemment, dans le monde du B2C, même si nous, on avait de l'avance dans les infrastructures et les technologies, le GSM, le Minitel, qui était quand même une vraie innovation, les États-Unis ont pris une avance ensuite dans le B2C, à partir des années 90-2000 jusqu'à maintenant. Et là, dans le B2B, tout est de nouveau ouvert. Et c'est effectivement une opportunité formidable qui s'ouvre à nous et qui convient de saisir. Et moi, je suis absolument convaincu qu'on a vraiment tout ce qu'il faut en main aujourd'hui, les entreprises, les grandes entreprises. Quand même bizarre, mais les plus grandes entreprises aujourd'hui de transformation technologique sont européennes et même françaises. On prend Capgemini, on prend Staria, Sopra, on prend nous-mêmes. On est des très grandes entreprises mondiales. Dans les 3 premières, si je les prends en taille, on va faire, nous, cette année, près de 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans les 3 premières, si je prends l'Accenture, si je prends Capgemini, pour nous, c'est curieux, les trois présidents sont français. C'est peut-être le hasard, hein. Enfin, je sais pas, en termes, Hermelin, moi-même, c'est peut-être aussi parce que nos écoles d'ingénieurs et notre formation nous prêtent à ça. Je l'ai dit avant lui, comme ça lui permet d'éviter de le dire. Alors le deuxième point que je vais adresser, c'est évidemment cette 3e révolution digitale. Elle va évidemment maintenant, puisqu'on parle de sa pénétration en entreprise, elle va profondément transformer, d'abord, tout le secteur industriel. On va parler évidemment dans quelques secondes de 4.0. C'est vraiment par le biais de la transformation industrielle, qu'on voit, nous, les plus grandes transformations arriver très, très, très rapidement, avec des choses tout à fait intéressantes. Alors, les initiatives, elles sont prises en Allemagne, on se déploie en Allemagne. Encore une fois, là encore, vous avez parfaitement raison. Du franco-allemand. Alors, je vis tous les jours ce franco-allemand.
Sans franco-allemand, il n'y a pas d'Europe, et sans Europe, il n'y a pas d'avenir. Donc c'est vraiment indispensable. Et je trouve qu'effectivement, nos amis allemands ont démarré assez fort, assez vite le programme Industrie 4.0. Par les hasards de la vie, Atos, qui a son premier actionnaire et premier client, est Siemens. Notre première géographie, c'est l'Allemagne. Hein. Donc on est très, très, très associés, Hubert, tu le sais, aux définitions auprès de la chancelière du reste sur le 4.0. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, c'est une entreprise. Alors on dit qu'on est français parce qu'on a, mais enfin on est une entreprise européenne. Nous sommes une SE puisqu'on a fait évoluer notre statut de SA en société européenne. On est très associés donc sur les réflexions qui sont menées donc par la chancellerie et par l'écosystème allemand sur l'industrie 4.0, mais aussi évidemment un tout petit peu plus tard, mais pas trop non plus, sur ce qui se passe maintenant en France de façon très opportune avec le programme dit l'équivalent du 4.0 qui est l'industrie du futur. Et qui vise évidemment à nous inscrire dans cette nouvelle phase. Les objectifs, je le rappelle, du programme Industrie 4.0 et Industrie du futur, qui sont encore une fois maintenant assez harmonisés. Il y a eu du reste un sommet numérique qui s'est tenu à l'Élysée juste avant Noël et qui a bien harmonisé tout ça, qui était positif. Alors ces objectifs, c'est évidemment, 1, réduire le time to market, 2, augmenter la flexibilité, et 3, évidemment, améliorer l'efficacité. Ce programme, il est né, donc, je le rappelais, en Allemagne en 2011. L'idée au début, c'était toujours d'augmenter d'avoir une meilleure automatisation, augmenter les capacités de production, mais il se trouve aujourd'hui totalement confronté à l'accélération de la révolution digitale, telle qu'on vient de la rappeler, puisque l'industrie doit se transformer en profondeur pour tirer le parti de cette révolution. Les objets et les services vont être évidemment de plus en plus connectés. Ils vont donc pouvoir générer eux-mêmes des alertes en cas de mauvais fonctionnement, ainsi que des données précieuses sur l'utilisation des sites industriels et de production. Les données générées par les objets sont combinées avec l'expérience des clients pour donner aux industriels les éléments essentiels afin de concevoir la prochaine génération de produits et de services et de réduire comme ça, évidemment, le cycle de création de nouveaux produits. Le retour sur investissement des coûts entraînés par Industrie 4.0 est calculé, programmé pour trouver sa justification dans des gains de productivité assez considérables, mais aussi de flexibilité et d'accélération de mise en place sur le marché. On a commencé à chiffrer ça et c'est quand même tout à fait significatif, hein, puisqu'on pense que désormais, on le voit, on a par exemple nous-mêmes passer en 4.0 tous les 160 sites industriels de Siemens. C'est-à-dire qu'on a tout numérisé. Chaque usine a une usine virtuelle qui lui est associée, hein, évidemment, avec une capacité d'entièrement numériser. Il y a des milliers, des centaines de milliers de capteurs, évidemment. Les données sont stockées. Importance de la donnée. Importance de la donnée, du reste, relocalisée près du centre de production. Et donc, on voit qu'on a vécu pendant un moment le succès foudroyant du cloud computing, on y est encore, mais maintenant on n'est plus dans le cloud, hein, Hubert, on commence maintenant à être dans le fog computing, les données sont tellement lourdes et tellement près des sites qu'elles sont localisées, on n'a plus la capacité, ça coûte trop cher du reste de les mettre dans un nuage, et nous on pense que 2020, on sera même avec Hubert, en fait, chez Atos, j'ai créé ce que j'avais créé chez France Télécom, c'est-à-dire une communauté scientifique, dont je me suis primus inter pares autodésigné président. Et j'ai un coprésident qui fait tout le travail, qui est Hubert Tardieu, que tout le monde connaît, qui est ici. Et en fait, on est maintenant avec Hubert en train de réfléchir avec nos scientifiques. Donc on réunit les meilleurs scientifiques du groupe. On en a quelques centaines, hein, tous des PhD qui sont extrêmement compétents. Pas que des polytechniciens du reste, mais un certain nombre d'entre eux le sont. Et on est en train de réfléchir au concept de swarm computing, c'est-à-dire l'informatique en essaim, c'est-à-dire avec localisé, et avec évidemment une capacité pour les systèmes que nous mettons en proximité des centres industriels d'apprendre, de capter de la donnée évidemment en temps réel. Alors tout ça c'est in-memory, hein, évidemment, donc les serveurs in-memory deviennent de plus en plus importants, d'où pour nous la très grande importance d'avoir acheté Bull et d'avoir la capacité d'avoir nos propres in-memory serveurs, les meilleurs du monde du reste d'après Gartner. Qui sont, donc on est très content de ça et assez fiers parce que ça montre qu'on a quand même réussi à préserver et à développer une industrie du HPC en Europe, c'est la seule du reste, et qui est extrêmement en très forte croissance et très profitable et de très grande qualité puisqu'on a 3 concurrents qui sont essentiellement créés, qui sont Fujitsu et nous-mêmes. Donc on est là aussi on a ce qu'il faut, il nous semble, pour pouvoir répondre à cette nouvelle évolution après le cloud, le fog, après le fog, le swarm,
c'est-à-dire d'avoir des objets, des capteurs qui sont de plus en plus intelligents, qui apprennent, qui s'enrichissent eux-mêmes, et des données qui sont évidemment de plus en plus nombreuses, mais dont on va apprendre à faire le tri. Il y en a qu'on va vouloir garder, et qui forment finalement la base extrêmement importante du savoir-faire, de tout ce qui va faire la différence chez nos clients, notamment chez nos clients industriels, et puis des données qui sont des données qui ont une vocation plutôt à alerter et à apprendre, et qu'on va se dépêcher de faire oublier, d'abord parce qu'elles sont trop lourdes à stocker, et finalement elles n'ont qu'une utilité qui est une utilité plutôt temporelle qu'autre chose. Voilà, donc ça c'est vraiment les sujets sur lesquels on travaille, on est très avancé là-dessus, et vraiment je le dis parce que on a développé la plus grande plateforme ANA aujourd'hui au monde avec Siemens, et c'est Atos et Siemens qui l'ont fait. Gartner, Magic Quadrant, tout à fait en haut à droite, devant tous les Américains. Donc je le dis parce qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de fatalité. Hein. Et on a fait ça nous-mêmes. Je veux dire, on n'est pas parce que les clients le veulent. Et donc c'est pour ça que la bataille du B2B, elle n'est pas du tout perdue. Et je pense même qu'on a des tas de raisons pour la gagner. Alors le troisième point, évidemment, c'est que les progrès attendus par cette troisième révolution digitale dans l'industrie sont évidemment accélérés. Je viens d'en parler un petit peu, mais je vais le développer un peu plus, parce que c'est très important d'avoir ces concepts. Comme tout, hein, on est malgré tout quand même plutôt des ingénieurs, plutôt techniciens. On doit manipuler des concepts, il faut qu'on les accepte. Et donc je vais y revenir un peu sur ces concepts qui structurent aujourd'hui notre pensée et notre action. D'abord, ça a été rendu possible par la convergence, je l'ai dit, du cloud, avec les évolutions que je viens de vous décrire, de la mobilité évidemment, des réseaux sociaux et du big data. Donc ça, c'est vraiment les 4 briques qui nous permettent aujourd'hui d'être réunis et d'avoir les discussions que vous allez avoir toute la soirée. Le big data étant évidemment compris comme la capacité à traiter dans le cloud pour l'instant, dans le fog et puis ensuite dans le swarm, les données collectées grâce à l'utilisation d'applications mobiles, évidemment aux réseaux sociaux. Le big data a permis de mettre en œuvre évidemment de l'analytique, principalement prédictif pour l'instant. Alors il y a évidemment, on ne peut pas ne pas parler du web scale computing, hein, qui permet de rendre plus élastiques les ressources de calcul et de stockage au plus près aujourd'hui des sites, permettant aux plateformes de conserver la même architecture, ce qui est très important, y compris, et vous le vivez tous les jours, quand le marché va passer, biface du reste, va passer de quelques centaines de clients à quelques millions ou centaines de millions de clients. Et ça, c'est très très important, parce que c'est une vraie révolution. Donc nous, on doit vraiment toujours concevoir, et on conçoit en permanence, on a la capacité d'avoir cette élasticité avec le web scale computing. Dans l'industrie du reste, on s'appuie déjà sur les données, donc, comme je l'ai dit, qui étaient générées par l'usage, hein, et par la consommation des ressources, pour faire maintenant du reste, dans tous les sites où on est, de la maintenance prédictive. On fait même mieux du reste, parce qu'on fait de la maintenance prédictive, mais grâce aussi à l'impression 3D, on est même maintenant en capacité, ce qu'on commence à faire pour nos clients, c'est-à-dire d'avoir également sur site déjà des pièces dont on va identifier, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on les suit. Donc le système va identifier à partir de quand elle commence potentiellement à s'user et donc devenir dangereuse, et on va directement avoir sur site donc la pièce de rechange qui peut être fabriquée. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc on est vraiment, vous le savez tout ça, mais c'est bien d'en parler, parce que du coup derrière, impact social auquel vous faisiez référence, c'est évidemment un recentrage des compétences et près des lieux de production, de l'intelligence, la nécessité d'avoir les données en proximité et en tout état de cause, pour celles qui ne le sont pas, d'avoir une régulation qui soit de plus en plus harmonisée, évidemment au niveau européen, évidemment au niveau franco-allemand. J'ai mené ce combat, je suis très heureux du reste de vous le dire, je l'ai mené avec Zim Schnabe quand il était coprésident de SAP. On était tous les deux co-désignés, Hubert le sait, par la Commission européenne, l'ancienne commission, mais maintenant on continue ce combat avec la nouvelle. Et moi-même, j'ai milité très fortement. Encore une fois, on est tous très ouverts, on est par définition travaillé dans la technologie, on est dans un monde essentiellement ouvert,
Mais pour la régulation des données, et notamment des données industrielles, on a vraiment plaidé pour le fait que, en disant, aussi bien en France qu'en Allemagne, que les données industrielles doivent être stockées, processées, traitées en Europe. Tout simplement, alors bien sûr, tout le monde peut le faire, on accepte tout le monde. Il n'y a pas de nationalité derrière tout ça. Il y a tout simplement qu'on veut avoir un code de conduite commun. D'abord, pour pouvoir le faire, aujourd'hui, si je veux avoir un data center spécialisé qui va traiter des données spécialisées en France, je ne peux pas le mettre en Allemagne. Il va falloir en mettre un autre. C'est quand même incroyable. Donc il faut des régulations qui font que... Donc il faut déjà, en tout cas, que de façon intracommunautaire, on ait une régulation qui s'harmonise. Et puis derrière, on invite tout le monde, évidemment, à venir chez nous. Mais il se trouve qu'en Europe continentale, on conduit à droite. Bon, on demande aux gens de conduire à droite. C'est tout, voilà. Il se trouve aussi que, par exemple, à partir du moment où il faut une licence pour ouvrir un débit de boisson, on se dit que c'est peut-être pas complètement idiot de dire que pour traiter des données, il faut aussi avoir une licence. C'est peut-être pas complètement idiot. Voilà. On n'est pas non plus des... Quand j'ai pris soin de vous citer Bastia au début, donc ça montre que j'ai quand même une pensée libérale qui est assez articulée, mais je sais qu'en bon libéral, qu'il faut aussi un bon État qui régule bien. Pas trop, hein, mais qui sache réguler là où il faut. Et ça, on en est encore loin, et il va falloir évidemment y travailler. Y travailler avec des gens comme vous, parce que c'est votre monde et c'est votre milieu. Je reviens donc à cette fameuse révolution industrielle, avec l'analytique qui devient de plus en plus prescriptif, ce qui est très important, qui permet, grâce à des actionneurs, d'automatiser les décisions en temps réel, et ça c'est vraiment évidemment extrêmement important, et de réagir localement au niveau des équipements ou de demander, quand c'est nécessaire, des décisions à des opérateurs. Et on voit donc là encore que de plus en plus, on a des personnels, on a moins de personnel évidemment, mais ils sont de plus en plus formés, et ce que demandent nos clients, c'est qu'ils soient en proximité. On ne demande plus, voilà, on ne veut pas avoir des opérateurs et des gens qui sont à 10 000 km ou à 6 000 km avec le time zone. On veut avoir des gens qui sont localement là. Donc il y a une espèce de retour d'un certain nombre de compétences clés, de plus en plus nombreuses, près des sites de production. Un mot évidemment sur l'Internet des objets, qui a longtemps été vu comme pyramidal, et dont on sait maintenant, de façon assez certaine, hein, Hubert, en tout cas nous c'est notre vision, qui va se transformer en Web of Systems, dans lequel des milliards d'objets intelligents, alors là on sait les chiffrer, hein, il y a 25 milliards aujourd'hui, 50 milliards en 2020, et sans doute 80 milliards en 2025, alors là aussi on est 5 minutes, voilà, d'accord. Vont se voir affecter un rôle de capteur, d'actionneur, de gateway pour constituer des architectures distribuées pour lesquelles la performance sera critique afin de satisfaire évidemment tout ce qui est cette exigence de l'analytique prescriptif. Machine learning, j'en cite encore mes concepts, hein, il faut quand même les avoir, hein, qui permet grâce à des réseaux neuronaux de bénéficier des grandes quantités de données collectées pour améliorer statistiquement les performances des algorithmes analytiques. Et là encore, la structure future de l'Internet des objets va permettre de bénéficier du machine learning dans les gateways au plus près des équipements pour la réaction de routine et disposer des technologies dites de deep learning, donc toujours pareil localement, on est vraiment dans le cloud computing, dans les grands data centers équipés de supercalculateurs HPC. Et là encore, il est indispensable d'avoir aujourd'hui dans les grands data centers qui traitent les données des HPC totalement sécurisés et de plus en plus dédiés à des tâches particulières. Et c'est encore ce que nous avons, c'est pour ça qu'on a décidé de revenir maintenant au plus près également du matériel. La sécurité, un élément absolument essentiel. Je vais pas y revenir, mais c'est absolument essentiel et ça va devenir un sujet majeur. Et puis le manufacturing additif, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la fameuse impression 3D, on appelle ça manufacturing additif, qui va changer les choses. Enfin, et pour finir, donc je dirais que cette troisième révolution digitale, c'est vraiment une chance pour la France, parce qu'encore une fois, nous avons vraiment tout ce qu'il faut aujourd'hui en matière d'intelligence, de compréhension. Croyez-moi, on n'a rien à envier à nos amis anglo-saxons, américains, chinois ou russes, ou indiens, on n'a rien à envier. On a vraiment, je crois, une parfaite compréhension des mécanismes. On a le monde académique qui est extrêmement lié. Je ne vais pas parler encore de quantum computing, etc. Mais ça reviendra pour l'année prochaine quand vous m'inviterez. Le rôle de la physique quantique qui va être absolument majeur dans notre activité, y compris pour la cryptologie. Mais on y reviendra, ça, si vous voulez, sur un autre sujet. Mais ne le négligez pas, c'est majeur. Et on a une très bonne école en France qui va penser sur ces sujets. Donc écoutez, moi, je suis extrêmement optimiste.
on a parfaitement compris les mécanismes, on a les entreprises, on a les start-up, on a le G9+, donc qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut avoir, et c'est pour ça que je finis là-dessus, des députés, des politiques qui comprennent ce que nous vivons tous et pour lesquels on va leur demander pas de faire beaucoup de lois. On ne va pas aller leur demander d'aller faire les lois pour fermer les fenêtres, mais tout simplement de nous aider à bâtir ensemble une régulation simple, lisible, harmonisée, et qui nous permette d'avoir non pas 150 millions de consommateurs, mais 565 millions de consommateurs unifiés par un même système de régulation en Europe. C'est vraiment, je pense, à portée de main, et donc je suis assez optimiste, et je vais lire avec beaucoup d'attention vos travaux, parce que je suis sûr que ça va nous éclairer, et éclairer ceux qui vont avoir à légiférer, pour nous permettre de nous donner le cadre nécessaire à notre développement, que je prédis brillant. Merci. Welcome to the news of the week.